Je me présente, alors moi je suis François-Xavier Dudoué, je suis chercheur au CNRS. Je suis tombé dans la drogue, je ne sais pas trop comment. Il y a de cela assez longtemps, c'était en 1994, donc ça fait une vingtaine d'années. Alors depuis j'en suis ressorti, mais j'ai toujours eu un rapport très distancié, puisque je ne suis pas un intervenant, je ne suis pas un consommateur. La dernière fois que j'ai consommé du hashish, c'était il y a plus de 10 ans, donc même si je bois de l'alcool, même si j'ai arrêté de fumer il y a peu. Voilà, je ne suis pas quelqu'un proche du terrain, proche des toxicomanes, même si j'en connais de manière intime. Et ce que je vous livre, en fait, c'est le résultat de mes recherches. Pendant 10 ans, à peu près, j'ai travaillé sur le contrôle international des drogues et autour d'une question. Pourquoi les drogues sont-elles interdites? Alors la question n'est pas de moi, elle n'est pas non plus du docteur House, pour qui, à mon avis, il n'y a aucune drogue d'interdite. Et il a raison, je pense. Cette question, elle m'a été adressée par celui qui allait devenir mon directeur de thèse, alors que je rentrais en mémoire de sciences politiques à l'université de Nanterre, en maîtrise de sciences politiques à l'université de Nanterre, et que je voulais faire un mémoire sur la légalisation des drogues. La légalisation des drogues comme moyen de lutter contre les organisations criminelles. C'était un thème qui était déjà à la mode dans les années 90, et j'avais voulu m'en saisir. Donc j'avais pris rendez-vous avec Guillaume Devin, professeur de sciences politiques. J'avais présenté un papier avec un début de plan, quelques réflexions. Il a regardé rapidement, il a soupiré, et puis il s'est retourné vers moi, il a dit « Demandez-vous plutôt pourquoi les drogues sont interdites ». Et c'est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée de ma carrière de chercheur. Parce que lorsqu'on parle de drogue, on parle souvent d'évidences, comme la prohibition des drogues. Mais ces évidences doivent être interrogées. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de drogue? Là, je l'ai mis au singulier. On est d'accord, il faut vite en parler au pluriel. Alors, on peut continuer. Bah, souvent, on parle d'abord de ça, hein, c'est-à-dire de la lutte contre les usages illicites, contre le trafic. On parle aussi de ça, deuxième, c'est-à-dire la toxicomanie. Hein, généralement, la toxicomanie à l'héroïne. Mais alors, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est de ça. Pourtant, c'est la même politique. Hein. L'Américain, le soldat américain dans son champ de pavot, là, et les ferralgancodéinés relèvent exactement de la même politique. Les ferralgancodéinés, ils en vendent libre en pharmacie. La codéine, c'est un dérivé de l'opium. On peut se shooter. Je ne sais pas si parmi vous ont déjà accompagné des toxicomanes à la codéine, mais ça existe. Donc, on ne parle pas de ça. On peut continuer. Ça, non. Donc c'est ça qui m'a intéressé, évidemment. Diapositive suivante. Parce que si on va lire les rapports de l'OICS, l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est aussi à Vienne, avec la commission des stupéfiants, et qui a justement en charge la bonne application des conventions internationales, et bien qu'est-ce qu'il nous dit, le rapport pour 2012? Il nous dit que la fabrication de codéine s'est établie à un niveau record de 414 tonnes en 2012. Le Royaume-Uni était le principal fabricant, 89 tonnes, 22% de la fabrication mondiale, suivi de la France, des États-Unis et de l'Australie. Les pays les plus engagés dans la lutte contre les usages illicites, ou ce qu'on appelle aussi la guerre à la drogue. La consommation. La codéine est utilisée principalement sous forme de préparation inscrite au tableau 3 de la Convention de 1961. Alors ça, c'est le langage technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les préparations, c'est-à-dire les médicaments inscrits au tableau 3 de la Convention de 1961 ne sont pas soumis au régime de contrôle international des drogues. C'est-à-dire qu'il peut en être fait un usage totalement libre en termes de production, de commerce international et de consommation. Au point même que les médecins n'ont pas le monopole de la prescription. On peut aller s'en fournir librement en pharmacie. Et cette consommation, elle explose.
Elle a augmenté de 30% en 20 ans. Ah, attends, ça c'est juste après, mais c'est pas. La consommation. J'ai pris la codéine pour ne pas prendre la morphine. Mais ça, c'est la consommation légale. Il n'y a rien d'interdit là. On peut passer à la suivante. Alors là, j'ai pris, toujours dans le même rapport, la consommation mondiale d'opioïdes. On parle d'opioïdes maintenant, plus d'opiacés, parce qu'on veut aussi intégrer certaines substances synthétiques qui ressemblent aux opiacés, mais qui ne sont pas les opiacés. Enfin, c'est compliqué. Et comme je ne suis pas pharmacologue, qu'est-ce que nous dit ce schéma, enfin ce graphique? Il nous dit que la consommation d'opioïdes a été multipliée par 3 en 20 ans, dans le monde entier. Et donc, l'OICS a établi une mesure pour pouvoir comparer les différents opioïdes les uns par rapport aux autres à partir de 100 mg de morphine par jour. D'accord? C'est ce qu'on appelle la dose quotidienne établie à des fins statistiques. En 2012, il y a eu 14 milliards de doses quotidiennes d'opioïdes consommées dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ça veut dire que si on compte qu'on est 7 milliards, chacun d'entre nous a reçu l'équivalent de 200 mg de morphine en 2012. À des fins totalement licites. Là, je ne parle pas de la consommation illicite. Alors là-dedans, on a d'abord la codéine, 2,9 milliards, ensuite le fentanyl, 2,1 milliards, la méthadone et la buprenorphine, évidemment, hein, puisqu'il faut bien alimenter les circuits de substitution, mais on a aussi de l'héroïne. Alors en France, non, mais dans d'autres pays, l'héroïne peut être utilisée à des fins tout à fait licites. Donc, pas besoin de légaliser l'héroïne, elle est déjà légale. Après, vous allez me demander comment on fait pour justement l'obtenir légalement. Ça, c'est un autre problème. Mais les conventions internationales n'interdisent absolument pas la consommation d'héroïne. Alors à partir du moment où on a dit ça, on peut se reposer la question de savoir ce qu'est une drogue. Tout d'abord, une drogue, ce n'est pas forcément interdit. Loin s'en faut. Alors vous travaillez avec des gens qui consomment des substances de manière illicite. Mais ce n'est pas les substances qui sont illicites. C'est la manière dont ils se les procurent, la manière dont ils les consomment. Ce n'est pas du tout la même chose. Aux côtés des usages illicites, on a des usages licites. Et une même substance, suivant le contexte, peut être un médicament ou cette fameuse drogue. Et pourtant, la substance est toujours la même. La diacétylmorphine, c'est toujours de la diacétylmorphine. Qu'elle soit produite par un laboratoire clandestin ou qu'elle soit produite par un laboratoire tout à fait officiel. Alors, qu'est-ce qui fait une drogue? Vous n'avez pas de définition médicale. Ça, vous pouvez chercher partout. Les médecins sont incapables de définir ce qu'est une drogue, du point de vue, en tout cas, de celles qui sont couvertes par les conventions internationales. On va pouvoir vous dire qu'il y a des substances qui produisent de la dépendance, etc. Mais ce n'est pas toutes celles qui sont couvertes par les conventions internationales, ni par le droit français. Il n'y a pas non plus de définition juridique. Ce qui fait une drogue, ce qui fait qu'une substance va être appelée drogue, c'est qu'elle est inscrite au tableau de la Convention de 1961 sur les stupéfiants ou au tableau de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Suivant. Donc, il n'y a pas de fondement scientifique à la classification des substances. C'est donc qu'il y a un arbitraire à la base des politiques en matière de drogue. Et ce n'est pas n'importe quel arbitraire. C'est un arbitraire qui a une histoire, qui a une logique, ses raisons propres. Et cette histoire, c'est celui de la monopolisation des usages licites aux seules fins médicales et scientifiques. Et c'est de cela dont je vais vous parler très rapidement. Il me reste combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure, à peu près. Donc, au commencement étaient les médecins et les pharmaciens. Alors ça, je dois beaucoup aux travaux d'Anne Coppel, notamment, qui, avec Christian Bachmann, ont écrit, à la fin des années 80, Le Dragon domestique.
et qui permet de voir comment les politiques en matière de drogue se sont mises en place petit à petit au XIXe siècle par en fait la professionnalisation des médecins et des pharmaciens. Ces derniers ont obtenu au Royaume-Uni, mais aussi en France, aux États-Unis, progressivement le monopole de la prescription et de la délivrance légale des substances qui, à l'époque, ne s'appelait pas encore drogue, mais qui était déjà de la morphine, qui était déjà de la cocaïne, qui était déjà de l'héroïne, qui était de l'opium, qu'on trouvait, par exemple, sous forme de sirop, de laudanum, très connu, hein, à base d'alcool et d'opium. Et ces médecins ont inventé la morphinomanie, la cocaïnomanie, avant que ça devienne de la toxicomanie. C'est-à-dire, ont montré que lorsqu'on faisait un usage immodéré de ces substances, eh bien, il y avait une dépendance, il y avait des risques, il y avait des abus, etc., etc. Et qu'au nom de ces risques pour la santé, il fallait en restreindre l'usage. Il fallait en restreindre l'usage à leur savoir-faire, à leur pratique. On va passer à la diapositive suivante. Une fois que le monopole des médecins et des pharmaciens a été établi dans la plupart des pays occidentaux à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, restait la question de l'offre, c'est-à-dire de la fabrication de ces substances. Oui, l'héroïne de Bayer, la diacétylmorphine, était en vente libre au début du XXe siècle. On en trouvait dans les épiceries. Et aucun État n'était disposé à limiter la fabrication de morphine, d'héroïne, de cocaïne sur son sol si tous les autres États ne s'y limitaient pas. En d'autres termes, les laboratoires pharmaceutiques de l'époque alimentaient tout type d'usage, qu'il soit encadré médicalement ou non. Et ce sont des conférences internationales, dont la première date de 1909. Là, j'ai pris celle de 1924-1925, très importante conférence, qui s'est tenue à Genève, hein, au siège de la Société des Nations, et qui vont petit à petit, ces conférences, on peut passer à entre 1912 et 1972, encadrer toute la partie qui relève de l'offre des drogues, pour la faire entrer dans ce qu'on appelle le contrôle international des drogues. Alors voilà comment se présente le schéma général des drogues au début du XXe siècle, au moment de l'adoption de la Convention de 1912, qui est en fait une convention qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est en fait à reconnaître ce monopole des médecins et des pharmaciens sur l'usage légal des drogues. Cette convention acte que seuls les pharmaciens et les médecins pourront délivrer légalement de la morphine, de l'héroïne, de la cocaïne, ainsi que leurs dérivés. On va rajouter progressivement la codéine, l'éthylmorphine, etc., etc. À l'époque, vous avez 4 types de consommation. D'accord ? La consommation médicalement contrôlée de l'offre licite. Donc ça, c'est lorsqu'on vous prescrit votre efferalgan codéiné et que vous le prenez en suivant bien la posologie. Voilà. Ça, c'est une consommation médicalement contrôlée de l'offre licite. Ensuite, vous avez une consommation non médicalement contrôlée de l'offre licite. Vous prenez le même efferalgan codéiné, mais vous enfilez plusieurs tablettes et vous défoncez avec. Consommation tout à fait licite. On ne pourra pas vous poursuivre. Ensuite, consommation contrôlée, mais problématique de l'offre licite, parce qu'elle se situe à la marge. Par exemple, ça va être les ordonnances de complaisance dont nous parlait le docteur Jomier. Ça va être aussi les débuts des politiques de réduction des risques. C'est-à-dire quand on délivrait certaines substances, c'était légal, mais en même temps pas vraiment légal, parce que l'acte thérapeutique n'était pas forcément attesté. C'est encore, c'est la salle de shoot dont il est question. On se situe à la frontière. Pourquoi? Parce que l'acte thérapeutique n'est pas établi de manière consensuelle par le corps des médecins. Donc on est à la frontière. Enfin, vous avez la consommation illicite dont tout le monde parle, mais qui en fait, elle est illicite uniquement en 1912, parce qu'elle va le devenir vraiment à partir en 1970 en France, mais pendant très longtemps, son caractère illicite venait uniquement de l'offre qui était illicite.
Mais dans tous les cas, vous aviez un commerce, une production, une fabrication et un commerce international qui, eux, n'étaient absolument pas régulés en 1912. On va passer à la diapositive suivante. En 1925, la Convention de 1925 va réguler le commerce international, c'est-à-dire va mettre en place un dispositif de contrôle des exportations et des importations de substances soumises à contrôle. Et c'est le début du contrôle international des drogues, qui se met en place à cette époque-là. Et les conventions internationales n'ont de pouvoir effectif que, à l'époque, sur le commerce international. Absolument pas sur la consommation. La consommation, ils se disent, c'est les médecins et les pharmaciens au niveau national qui gèrent. Les exportateurs, à l'époque, c'est l'Allemagne, la Suisse, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Les États-Unis, qui sont le premier fabricant mondial, eux, n'exportent pas. À partir de ce moment-là, on a un trafic illicite qui se dessine. On va passer à la diapo suivante. Même logique avec la fabrication. À partir de 1931, on va soumettre la fabrication mondiale de drogue à un système de contrôle avec des codes-parts entre les différents fabricants. Il y a même un cartel de la morphine et de la codéine qui se met en place, c'est-à-dire les fabricants européens qui se réunissent entre eux et qui se répartissent le marché mondial de morphine et de codéine. Et donc, à partir de ce moment-là, les laboratoires ne fabriquent plus que pour le marché médical. Et la fabrication clandestine apparaît. Enfin, la fameuse Convention de 61, diapositive suivante, vous voyez, elle ne change rien, la Convention de 61. En fait, elle ne fait que reprendre les dispositions des conventions antérieures avec un certain recul sur certains points. Elle est présentée comme le fondement du droit international des drogues, parce que oui, c'est la convention en vigueur, mais le principe de fonctionnement sont bien antérieurs. En tous les cas, il n'y a pas de contrôle de la production d'opium. Donc, dernière diapositive sur ce plan-là. C'est en 1972 donc, qu'un protocole est adopté qui place sous contrôle aussi la production d'opium. Mais à cette époque-là, il n'y a plus que l'Inde, véritablement, qui continue à cultiver de l'opium. Sinon, l'essentiel de la production, c'est de la paille de pavot, dont les principaux pays sont l'Australie, la Turquie, la France, la Hongrie et l'Espagne. Pareil pour la fabrication, à partir des années 70-80, les principaux pays sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Australie. Et on retrouve à peu près les mêmes pays parmi les exportateurs. Donc, que fait le contrôle international des drogues? Eh bien, il établit en fait une distinction entre un marché licite et un marché illicite. C'est surtout ça qu'il fait. Il n'interdit pas les drogues. Il distingue deux marchés. Et donc, le fondement de la politique en matière de drogue, au niveau international, c'est l'organisation de ce marché. Diapositive suivante. Donc, pour répondre à la question, les drogues ne sont pas interdites. En tous les cas, dans les conventions internationales. Elles sont contrôlées. Il n'y a aucun élément, aucune ligne des conventions internationales qui dit que les drogues sont interdites. On va recommander d'interdire peut-être le peyote, le cannabis et l'héroïne, mais ce n'est pas les conventions qui le font. Elles reconnaissent ces conventions des usages licites qui sont décidés par les médecins et les pharmaciens. Le but des conventions internationales n'a jamais été d'éradiquer l'offre illicite, ni la consommation non médicale de drogue, mais au contraire d'organiser le marché licite sur le plan mondial. Un marché licite, qui, je le montre aussi dans ma thèse, est organisé de manière monopolistique, c'est-à-dire qui se trouve aux mains de quelques pays, notamment des pays occidentaux. Dernière diapositive. Donc, moi, je me suis arrêté en 2002, dans mon étude du contrôle international des drogues. Depuis, il y a eu pas mal de choses. Il y a d'abord quelque chose qui était déjà en germe mais qui a explosé depuis. C'est la remise en cause du cadre médical de la consommation licite de drogue, qui est venue notamment avec les politiques de réduction des risques, puisqu'on a dit que voilà, on pouvait être toxicomane, on pouvait consommer des drogues
à des fins qui ne soient pas spécifiquement thérapeutiques, comme soulager la douleur ou d'autres syndromes. Il y a aussi un autre phénomène qui est assez frappant, c'est l'oubli. L'oubli des fondements de la politique en matière de drogue. Aujourd'hui, tout le monde croit que la politique en matière de drogue, elle est là pour empêcher des usages illicites. Absolument pas. Je me rappelle, à la fin des années 90, à Vienne, peu de gens s'en souvenaient. Mais depuis, quasiment tout le monde a oublié d'où venait la politique internationale en matière de drogue. Aujourd'hui apparaît l'évidence de l'absurdité de la guerre à la drogue. À mon avis, c'est d'autant plus évident que je pense que la guerre à la drogue n'existe pas. Alors, je pense que ça va être un peu difficile de m'expliquer maintenant, mais je pense qu'il n'y a pas une drogue, il n'y a pas une guerre. C'est surtout ça que je pense. Donc, 100 ans après la première convention internationale, c'est vrai que les politiques en matière de drogue aujourd'hui sont à une charnière, une nouvelle étape. Et c'est peut-être celle qu'il faut désormais écrire. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci de me donner la parole. Je voudrais juste apporter 3 précisions. Merci François-Xavier Dudoué pour cette présentation. Je voudrais simplement préciser qu'il y a un comité d'experts en pharmacovigilance de l'OMS, donc celui qui classe les substances comme stupéfiants, qui a recommandé en 2003 à l'ensemble des États-nations de déclassifier le cannabis et de le placer au tableau 3 et donc d'en faire de la codéine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui seraient malades n'auraient plus à aller en répondre devant les tribunaux. Mais en France, on pourrait d'ores et déjà, c'est simplement une petite décision, il y a aussi un comité d'experts de pharmacovigilance, etc., qui peut aussi s'appuyer sur cette déclaration de l'OMS pour aller là. La deuxième précision, c'est que donc en 2016, on a entendu Daniel Jourdain-Mélanger nous dire qu'il y avait un enjeu autour de la session spéciale des Nations Unies sur les drogues. Et là-dessus, c'est vrai qu'en France, on a un rôle prépondérant à jouer. Et donc, je voudrais qu'on arrive à bien sortir de ces journées avec cette idée que la question du contrôle des stupéfiants, cette question internationale, on n'y est pas étranger. La France a quand même une certaine responsabilité, un poids énorme, ne serait-ce que parce qu'elle est au Conseil de sécurité, et qu'aujourd'hui, précisément, à New York, s'est constitué un comité des ONG, et entre autres, c'est un petit pays comme le Bénin, qui, avec la Suisse et l'État du Mexique, vont aider, contribuer à l'émergence de la prise de parole de la société civile. Alors, ce serait bien que nous, Français, on appuie la délégation béninoise, parce qu'en général, on a plutôt l'impression que quand les Africains parlent, ce n'est pas très important. Par contre, quand la France parle, elle parle au nom de l'Afrique. Donc ça, c'est quand même important à prendre en considération par rapport aux luttes à venir, et notamment par rapport à l'accès au traitement. Et c'est la troisième précision que je porterai. C'est malheureux, mais François-Xavier Dudoué nous a dit que chaque année, il y a 200 mg qui sont réservés pour chacun des êtres humains dans le monde. Simplement, comme vous le savez, il y a un monopole. Et ce monopole, c'est quoi? C'est uniquement pour les pays occidentaux qui consomment à peu près 600 à 700 mg par an et par personne, alors qu'en Afghanistan, en Birmanie, en Pakistan, au Mozambique, eh bien là, on aura 0,001 g par personne et par habitant. Donc il y a urgence aujourd'hui à rétablir cet équilibre pour ce qui est de l'accès aux soins, pour ce qui est de l'accès à ces substances et pour permettre aux gens de mieux vivre au quotidien. Merci. Merci beaucoup. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, toutes ces rencontres ont été construites justement pour outiller les acteurs sur ces questions et effectivement essayer de mobiliser la France. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je peux aussi me lever. Peut-être que ça a besoin de reposer, peut-être toutes ces informations, je ne sais pas. N'hésitez pas. Non, bah, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vous propose de faire la pause maintenant. Ah, je vais juste ajouter des précisions, c'est qu'effectivement, pour la morphine, c'est 90% de la production mondiale qui est destinée aux pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, qui est le plus grand consommateur
de morphine. Et là, on parlait que des opiacés, des opioïdes. Il faut rajouter les benzodiazépines, les barbituriques, les amphétamines et les dérivés. Donc voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et puis, dernière précision, effectivement, le tableau 3 de la Convention 61 ne contient pas de substances, mais des préparations contenant des substances des tableaux 1 et 2. Donc en fait, ce que voulait le comité d'experts, c'était qu'il y ait des préparations des médicaments à base de cannabis. Voilà, c'était ça, et donc un accès beaucoup plus facile au principe actif. Merci beaucoup.